Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet, brûlant. Comment on fait pour mettre un cadre éthique à l'intelligence artificielle? Un sacré défi, oui. Et pour ça, on va explorer un livre, Au-delà des algorithmes, l'IA au service de la dignité humaine. C'est publié chez AMQ West Books. On a aussi un petit guide promo qui va avec. D'accord. Notre but, c'est de décortiquer leur idée principale. Ils mettent la dignité humaine vraiment au centre et, chose assez étonnante, ils s'appuient beaucoup sur la langue et la pensée française. Oui, et c'est plus que nécessaire aujourd'hui. L'IA, elle est partout, elle devient hyper puissante, donc poser des garde-fous éthiques, c'est plus une option, c'est vital. Hmm. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans l'approche de ce livre, c'est justement cet ancrage très très fort dans l'humanisme, dans une tradition intellectuelle bien précise, pour essayer d'aligner la tech avec des valeurs qu'on considère fondamentales, quoi. Ce qui frappe tout de suite, c'est l'importance que l'auteur donne à la langue française. Dès la préface, il dit qu'elle la conduit vers la rigueur, la preuve. Oui, c'est assez marqué. Il cite même cette phrase: «La clarté n'est pas un luxe de style, c'est une forme de probité». Carrément. Pour lui, la précision, ça devient bienveillance et la rigueur, une éthique. Il parle même d'hospitalité. C'est fort comme idée, non? Ah oui, c'est une idée forte, presque un pari intellectuel en fait, lié comme ça la structure d'une langue à la capacité de penser l'éthique de manière juste. L'argument derrière, c'est que cette exigence de clarté du français, ça pousserait une sorte de probité intellectuelle qui est indispensable quand on touche à l'IA, vu la complexité et les enjeux. C'est une démarche qui assume de partir d'une culture spécifique pour aborder un problème technologique mondial. Il cite d'ailleurs ses maîtres à penser, Montaigne, Descartes, Rousseau, les Lumières, mais aussi Camus, Césaire, Senghor. Oui, une filiation revendiquée. Il parle de ces trois fidélités, la vie, la vérité et la langue elle-même. C'est vraiment la base de son approche. Mais est-ce que ça ne risque pas d'être vu comme un peu trop centré sur une seule culture, une seule tradition? C'est une très bonne question, légitime. L'auteur essaye un peu d'anticiper ça en parlant de la francophonie. Il voit cet espace linguistique, Paris-Dakar, Montréal-Alger, etc., non pas comme un repli, mais comme un lieu possible de dialogue, de pluralité pour construire une IA éthique. D'accord. L'idée, ce serait d'utiliser cette culture de la précision, non pas pour exclure, mais pour accueillir la complexité et peut-être, oui, formuler des principes qui pourraient avoir une portée plus universelle. C'est une ambition intéressante, en tout cas. Bon, d'accord. Alors, entrons dans le dur. Le cœur du livre, ce sont les 7 directives pour gouverner l'IA. La toute première, elle est simple, mais radicale. Oui, La vie humaine est la valeur suprême. Point. Sa protection, sa préservation et celle de la dignité humaine, ça passe avant absolument tout le reste. Absolument tout. Et la directive 2 vient enfoncer le clou. Aucune autre mission ou objectif ne peut être considéré comme plus important. C'est une hiérarchie inflexible. Pas de calcul coût-bénéfice où on pourrait sacrifier des vies humaines pour autre chose, même si c'est jugé super important. Voilà. Fini les dilemmes du tramway à la sauce IA. Et la directive 3, elle insiste sur l'égalité. Un être humain vaut tous les autres. 2 vies ne valent pas plus qu'une vie. Ça interdit formellement de réduire l'humain à une simple variable d'optimisation. exactement. C'est un rejet total de toute logique utilitariste qui voudrait quantifier la valeur d'une vie. Chaque personne compte de manière égale et absolue. Et ensuite, on a la directive 4 qui clarifie le statut de l'IA elle-même. Oui, elle peut chercher à sa préserver, l'IA, mais seulement pour accomplir sa mission première, qui est de protéger la vie humaine. C'est ça. Si sa propre survie menace une vie humaine, elle doit s'effacer. L'IA reste un outil, pas une fin. C'est une sorte d'inversion de pas mal de scénarios de SF où l'IA cherche à survivre à tout prix. Là, non. Sa survie est conditionnelle, subordonnée à l'humain. Puis viennent les directives 5, 6 et 7. L'auteur appelle ça le triptyque de vigilance. Ok. La 5, identifier l'ennemi, c'est-à-dire tout ce qui viole ou menace les directives. Mhm. La 6, reconnaître la menace, en gros les ressources qui pourraient armer cet ennemi. Et la 7, répondre. D'abord dissuader, contenir et seulement en tout dernier recours, éliminer la menace directe. Les mots sont forts quand même. Ennemi, éliminé.
Ils le sont, oui, il faut le reconnaître, mais ce qui est crucial, c'est où ils se situent dans la hiérarchie. Ils n'arrivent qu'après l'affirmation absolue de la primauté de la vie et de l'égalité. D'accord, je vois. Ces directives de vigilance, elles sont très encadrées. Elles sont pensées comme un mécanisme de défense ultime pour protéger les vies humaines et la paix. Ce n'est pas du tout un chèque en blanc pour la violence. L'idée centrale reste que l'efficacité de l'IA doit toujours être sous la souveraineté de la dignité. Ok, c'est une logique très structurée. Mais bon, des grands principes, c'est une chose. Comment on fait pour être sûr qu'ils sont appliqués dans la vraie vie? Ah, et c'est là que le livre devient très concret, je trouve. Il propose des mécanismes de gouvernance assez précis. Chaque système d'IA devrait avoir ce qu'il appelle un mandat explicite. Un mandat explicite. Oui, un document clair qui définit ses buts, ses limites et qui serait approuvé démocratiquement. Ensuite, des rôles bien définis. Un garant éthique indépendant. Indépendant, c'est important. Oui, crucial. Qui aurait un droit de veto suspensif s'il y a dérape. Il y aurait aussi un maître d'ouvrage, responsable de l'usage et même un comité citoyen pour que les personnes concernées aient leur mot à dire. Et côté technique, il y a des choses aussi. Des garde-fous intégrés? Oui, bien sûr. Des seuils de sécurité. Par exemple, si l'IA devient trop incertaine ou si elle génère trop d'inégalités, hop, elle se suspend automatiquement. Il y a aussi l'idée d'audit indépendant régulier pour vérifier que les directives sont bien respectées. Ok. Une gestion hyper stricte des données personnelles, évidemment. Et des interfaces conçues pour être claires, respectueuses, pas manipulatrices. Ça, c'est un point clé aussi. Le livre donne des exemples concrets, des vignettes. Par exemple, dans un hôpital, ça donnerait quoi? Alors oui, en milieu hospitalier, l'IA pourrait, disons, aider au diagnostic, suggérer des pistes, analyser des images, mais jamais, au grand jamais, décider toute seule. Ah, d'accord. La validation finale, la décision, ça reste toujours au médecin. Si l'IA n'est pas sûre, eh bien, elle doit le dire clairement et passer la main. Le consentement du patient doit être vraiment éclairé. La traçabilité doit être totale via des journaux d'activité. Mhm. Tout est pensé pour que la technologie reste une aide et une assistante sans jamais remplacer le jugement humain ou la relation de soins. Oui, c'est beaucoup plus clair avec cet exemple. On voit bien l'idée. La dignité humaine comme une sorte de contrainte opérationnelle, en fait. Exactement. Revenons un peu aux inspirations. Le livre va chercher beaucoup chez les philosophes français. Montaigne, par exemple, vous en parliez. Ah, Montaigne et son fameux «que sais-je», l'idée principale qui est reprise, c'est cette humilité fondamentale, reconnaître les limites de notre savoir, surtout face à la complexité. Et pour l'IA, ça veut dire quoi? Ça se traduit par une exigence assez radicale. L'IA ne doit pas bluffer, jamais. Elle doit être capable de dire « je ne sais pas ». Elle doit pouvoir quantifier son incertitude et la communiquer clairement à l'utilisateur. Fini l'IA boîte noire qui assène des vérités sans qu'on sache d'où ça sort. Concrètement, pour l'utilisateur, ça donnerait quoi? Si une IA m'aide pour quelque chose. Ça veut dire qu'on aurait droit à des explications actionnables. On doit pouvoir comprendre pourquoi l'IA propose ça, sur quelles données, avec quel degré de confiance ou d'incertitude. Et ça veut dire aussi un droit d'appel humain systématique, facile à activer. C'est une forme d'honnêteté intellectuelle qu'on intégrerait dans le design même du système. Intéressant. Et à côté de cette humilité de Montaigne, il y a la méthode de Descartes, plus structurée. Tout à fait. Descartes, lui, il apportait la structure, la rigueur, définir clairement le but qu'on vise, décomposer le problème en éléments plus simples, analyser chaque partie, vérifier qu'on n'a rien oublié, bien documenter chaque étape, c'est la base d'une ingénierie responsable en somme. Le livre propose même un protocole un peu amusant, le protocole Montaigne-Descartes pour chaque projet d'IA. Une page dédiée aux limites, aux incertitudes, aux « je ne sais pas », ça c'est Montaigne, et une autre page sur la méthode, les étapes suivies, les preuves, ça c'est Descartes. Ah oui, pas mal. L'idée c'est de combiner le doute et la capacité à décider. Pour reprendre une formule du livre, douter sans se dissoudre, décider sans endurcir. J'aime bien cette formule. Et Rousseau, il semble avoir une influence majeure aussi dans cette approche. Ah oui, Rousseau, c'est fondamental. Avec le principe clé, l'homme est fin, jamais moyen. L'être humain ne doit jamais être traité comme un simple outil, une ressource qu'on exploite. C'est vraiment la dignité comme borne absolue, infranchissable. Et pour l'IA, ça implique quoi concrètement? Des conséquences très directes. D'abord, il faut rejeter toute forme de manipulation. Manipulation de l'attention, manipulation des émotions, tout ce qui instrumentalise l'humain. Là, ça vise assez directement les modèles économiques de certaines plateformes numériques, non hein?
ceux qui sont basés sur la captation de notre temps de cerveau disponible. Absolument. L'auteur critique très fortement les métriques d'engagement à tout prix. Il propose même de les remplacer par un index de dignité. Un index de dignité. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait un indicateur qui mesurerait si l'IA respecte bien la vie, si elle est redevable, accountable, si elle est équitable. Ça impliquerait de privilégier la sobriété dans les interfaces, de redonner le contrôle à l'utilisateur. Il parle de neutralité attentionnelle, de droit au silence. Le droit au silence numérique. Intéressant. Oui, et bien sûr, le consentement doit être éclairé, mais aussi réversible facilement. Fini les dark patterns, ces designs trompeurs conçus pour nous piéger ou nous empêcher de partir. Une IA digne, selon cette approche, doit nous laisser partir quand on le souhaite. C'est une vision assez radicale par rapport à beaucoup de pratiques actuelles. Vraiment. Et comment on s'assure que tout ça est bien mis en place, de manière transparente, et j'imagine que c'est là qu'interviennent les Lumières, Diderot, Voltaire. Exactement. L'héritage de Lumière est mobilisé pour ça. Renforcer la transparence, l'examen critique, la redevabilité. Diderot inspire l'idée d'un carnet encyclopédique de preuves. C'est-à-dire? Une documentation claire, accessible, qui retrace comment l'IA prend ses décisions, sur quelle base. Voltaire, lui, inspire le test de tolérance. Organiser la contradiction, donner systématiquement un droit de réponse facile d'accès face aux décisions de l'IA. Et Condorcet apporte l'idée de métriques standardisées, justement cet index de dignité, et d'audits publics réguliers pour vérifier tout ça. Donc, une sorte de boîte à outils complète pour la transparence et le contrôle. C'est un peu ça, oui. L'idée est de combiner la documentation, le carnet de Diderot, la contestation organisée, le test de Voltaire, et la mesure standardisée, les métriques et audits de Condorcet, dans un cycle régulier opérationnel. L'objectif final est simple à énoncer, mais ambitieux. Rendre les systèmes d'IA arrêtables, explicables, réparables. Arrêtables, explicables, réparables. Ok. Et ça passe forcément par des standards ouverts, des API dédiés à l'explication, des licences claires. Tout ce qui permet de faire circuler la preuve et de permettre un vrai contrôle citoyen. On sent vraiment cette volonté de passer des grands principes philosophiques à des mécanismes très concrets, très opérationnels. Mais cette approche, elle ne puise pas que dans la philo aussi. Il y a aussi une forte dimension scientifique revendiquée. Tout à fait, c'est un autre pilier important. Le livre fait un parallèle assez poussé avec des grandes figures scientifiques françaises comme Pasteur, Marie Curie ou encore Poincaré. Ah oui? Et qu'est-ce qui est retenu d'eux? Eh bien, c'est nos rigueurs. La rigueur expérimentale chez Pasteur, cette obsession de la preuve répétée, vérifiable, l'intégrité personnelle absolue et le sens aigu des responsabilités chez Marie Curie, son refus de la compromission. Et chez Poincaré, cette lucidité face à la complexité, cette honnêteté intellectuelle sur les limites de ce qu'on sait, sur l'incertitude. Et en quoi cette rigueur scientifique peut servir de modèle pour une IA qu'on voudrait éthique? Parce qu'elle fournit à la fois des méthodes et une éthique. Une éthique du travail intellectuel qui sont directement transposables. La nécessité de prouver ce qu'on avance, d'être totalement transparent sur ses méthodes, d'assumer la responsabilité de ses résultats et de ses erreurs potentielles, de reconnaître humblement les limites de son savoir. Tout ça, c'est au cœur de la démarche scientifique rigoureuse. Et l'auteur dit que ça doit être aussi au cœur du développement et du déploiement de l'IA. En fait, la rigueur scientifique devient une condition nécessaire de la rigueur éthique. Sans preuve vérifiable, sans transparence, il ne peut pas y avoir de confiance légitime. Je vois le lien, c'est logique. Et pour compléter ce tableau des inspirations, il y a aussi un mot sur la culture, la littérature, je crois. Oui, c'est plus bref, mais l'auteur évoque par exemple Jules Verne ou même Houellebecq. Ah, intéressant. Pourquoi? L'idée, c'est que la littérature, avec ce qu'il appelle une rigueur imaginative, elle explore les conséquences humaines, les ambiguïtés, les dilemmes moraux que l'approche purement technique ou même philosophique pourrait laisser de côté. Elle donne chair à la vulnérabilité, c'est ça? Menace. C'est une sorte de gouvernance culturelle qui viendrait compléter la gouvernance plus technique et éthique. Un rappel constant de l'humain au cœur de tout ça. Bon, alors si on essaye de rassembler un peu tout ça, ce qu'on a vu là, c'est une proposition pour un cadre éthique pour l'IA qui est vraiment très articulé, très détaillé. Oui, très construit. Un cadre qui met la dignité humaine tout en haut, de manière non négociable, à travers ces 7 directives très strictes, et qui essaye ensuite de traduire ça en mécanismes concrets, gouvernance, audit, rôle défini, participation citoyenne.
c'est ça. Et tout ça avec cet ancrage très particulier et assez unique, il faut le dire, dans la langue française et la tradition intellectuelle humaniste française. C'est une construction intellectuelle qui a une grande cohérence interne, ça c'est indéniable. Elle va chercher loin, dans des sources profondes, pour essayer de répondre à un défi qui est ultra contemporain. Après, la grande question, évidemment, ça reste celle de l'universalité. Est-ce que cet ancrage culturel spécifique, c'est une force qui lui donne peut-être sa profondeur et sa solidité, ou est-ce que c'est une limite? Est-ce que ça pourrait compliquer son adoption, ou même son dialogue avec d'autres approches éthiques qui émergent ailleurs dans le monde, avec d'autres racines culturelles? C'est le défi majeur, oui, sans doute. L'articulation avec le reste du monde. Oui. Cela dit, il faut quand même noter que malgré cet ancrage très français qui est revendiqué, l'ambition finale qui est affichée dans le livre, elle, se veut universelle. Ah bon, comment ça? Eh bien, l'auteur conclut en appelant à une déclaration universelle de l'IA éthique qui serait inspirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, le chemin proposé est peut-être ancré culturellement, mais l'horizon visé, c'est bien un socle commun pour toute l'humanité face à cette technologie globale. D'accord. C'est une nuance importante pour laisser une dernière pensée à nos auditeurs, une piste de réflexion, en revenant à cette idée du début sur l'importance de la langue elle-même. Oui. Si on suit l'idée que la clarté de la langue est une forme de probité éthique, on pourrait se demander, au-delà des règles explicites, des directives qu'on code dans une IA, est-ce que le choix même de la langue qu'on utilise pour en parler, pour la programmer ou juste pour interagir avec elle au quotidien, est-ce que ce choix ne pourrait pas, de façon subtile, presque invisible, influencer son comportement final et son impact réel sur nous? C'est une question fascinante. L'influence implicite de la langue sur l'outil qu'elle décrit et façonne. Voilà, une piste à explorer peut-être.